Bonjour à tous, Salut. bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième café en ligne sur la thématique Data Mesh. Et nouvelle résolution 2023, il s'agit d'un rendez-vous mensuel. Et oui, avec Imaya, on a à cœur d'animer la communauté data et de partager un maximum de retours d'expérience autour des sujets data. Et aujourd'hui, nous faisons avec Julien Conant, Engineering Director chez Le Bon Coin, qui possède une forte culture agile et qui, depuis plusieurs années, travaille à scaler l'apport et l'impact de la data. Cette interview est interactive, donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, nous les poserons ensuite directement à Julien. Et c'est Johan qui va mener cette interview et permettre à Julien de nous partager ses enseignements et ses convictions qu'ils ont tirées dans leur transformation vers le data mesh. Bonjour Julien, bonjour Johan, je vois que votre café est chaud. Je vous laisse démarrer cette interview et je vous retrouve à la fin pour conclure. Bonjour Julien, Salut. comment vas-tu? Ça va. Eh ben, on va peut-être commencer par savoir qui tu es, ton œuvre, ta vie et peut-être aussi la vie de ton entreprise et sa mission. Peux-tu nous résumer un peu tout ça? Ouais. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ma vie et mon œuvre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais au moins mon travail chez Le Bon Coin. Donc, je suis Engineering Director de la tribe Data Tools and Services. C'est le service qui concentre la plupart des équipes data chez nous. Et donc, je suis au Bon Coin depuis 6 ans. Voilà. Ok, et donc là, globalement, chez Le Bon Coin, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte sur, peut-être en taille d'équipe, en répartition entre produits, tech, data, comment est-ce que vous êtes organisé au sens large? Ouais, alors aujourd'hui, chez Le Bon Coin, peut-être que la plupart des gens ne le savent pas, mais on est très nombreux. En tout, on est autour des 1600. Et dans les équipes Product Intech, donc les équipes qui travaillent sur les sites web, etc., on est à peu près un peu plus de 600 personnes. Vous avez quand même sacrément grandi en quelques temps, Ouais. des ordres de grandeur Oui, bah, quand je suis rentré chez Le Bon Coin il y a 6 ans, donc en 2017, on était à peu près 300, peut-être un petit peu moins. Donc oui, on a pas mal grossi en quelques années. Et on continue à grossir, on recrute pas mal de gens tous les ans. Ouais. Et donc, forcément, ça relève des challenges lorsqu'on passe à l'échelle tant en nombre de personnes que de sujets qui sont abordés. Déjà, peut-être côté technique, je crois que vous êtes une cinquantaine de feature teams. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment c'est organisé? Ouais, je vais te parler un petit peu de l'historique aussi. En 2017, on n'était pas du tout en feature team ou squad, ce qu'on appelle squad aussi. On était par métier, donc des équipes web, des équipes app, des équipes back-end, etc. Et donc, on a fait cette transformation agile, entre guillemets. On est passé en mode feature team. Et aujourd'hui, donc 5 ans après, parce que ce n'était pas en 2017 tout à fait, on a 55 feature teams, ce qui commence à faire vraiment beaucoup, qui sont répartis dans ce qu'on appelle des tribes, ou qu'on peut associer à peu près à des domaines. Et donc, il y a même des tribes où on a ce qu'on appelle des crews, qui sont des sous-tribes, en fait, qui sont leur propre domaine, en fait. Et donc voilà, 55 équipes. Et en fait, c'est des équipes pluridisciplinaires avec des développeurs, un PO et un engineering manager, qui sont un petit peu les leads de ces équipes-là. Ouais. Et du coup, la data dans tout ça, où est-ce qu'elle est située? Peut-être historiquement, j'imagine qu'elle n'était pas située au même endroit. Comment est-ce que ça a évolué avant ces dernières années? Oui, au départ, jusqu'il y a à peu près un peu plus de 2 ans, les équipes data étaient plutôt sous la finance. Ouais. Et donc, en fait, il y a un peu plus de 2 ans, on a décidé de les déplacer dans ce qu'on appelle, nous, Product Intech, donc plus près, en fait, des équipes qui travaillent sur le produit et de la tech. Ok, ouais, donc vraiment le plus possible rapprocher la data du business, voilà, du produit. Par contre, elle reste quand même groupée dans la tribe Data Tools and Services. Pour la plupart, en fait, on a un modèle un peu hybride, c'est-à-dire on a certaines feature teams, mais plutôt minoritaires, qui ont des très gros besoins en data science ou autres, qui ont quelques profils data en fait à l'intérieur, mais c'est pas un modèle généralisé. Et en fait, une grande partie des équipes data sont dans cette tribe. Ok. Ça fait combien de personnes à peu près? Dans les profils data, on peut-être 100, 120, quelque chose comme ça. Avec j'imagine, tout type de profil. Tout type de profil, BI, data engineer, data science, data analyst, product analyst, machine learning engineer.
Ok. Et alors, du coup, ce choix de rapprocher le plus possible la data de Product and Tech, qu'est-ce que ça vous a permis à l'époque? Qu'est-ce que ça a changé en termes d'impact? Alors, déjà, pourquoi on l'a fait assez vite, donc il y a peut-être maintenant 4-5 ans, on a commencé à vouloir être très data-driven sur la partie produit, donc vraiment tout piloter par de la data, des KPI, ce genre de choses. Et donc, on s'est rendu compte que ça demandait énormément de réactivité et de disponibilité de la part des équipes data, et le fait qu'elles soient dans un autre service, elles n'avaient pas les mêmes objectifs, elles n'avaient pas les mêmes roadmaps, c'était compliqué. Donc, on les a passés dans Product and Tech, ça les a rapprochés, mais on était encore un peu dans une optique client-fournisseur, entre guillemets, puisque elles étaient quand même encore un petit peu loin du quotidien des équipes produits. Et donc après, ce qu'on a fait, peut-être on en parlera un peu plus en détail dans la suite, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a même mis des référents en place pour les rapprocher encore plus des équipes. Mais ce que ça a permis, c'est ça, c'est plus de réactivité et plus de compréhension aussi du métier des équipes produits. Oui, forcément. Mais du coup, comme tu sembles le dire, malgré ça, malgré ce rapprochement, il restait encore quelques pain points, peut-être aussi en grandissant, qui se sont ajoutés et qui font que vous aviez peut-être pensé à aller un cran plus loin dans ce rapprochement. Ouais. On a gagné effectivement en réactivité, en compréhension, mais on était toujours obligé en fait de passer un petit peu par des roadmaps et des priorisations sur l'ensemble des demandes, parce qu'en fait, plus on a d'équipes, plus il y a de demandes, et plus on devient data-driven, et plus il y a de demandes. Chaque équipe veut tout suivre, chaque feature qui sort, etc. Et on a beau avoir une centaine de personnes qui travaillent sur la data, c'est jamais assez pour fournir tout le monde de manière réactive dans la semaine qui suit la sortie de la feature, etc. Donc, il faut quand même continuer à prioriser, mais on a quand même identifié qu'en mettant des référents qui sont assignés à chaque tribe et qui travaillent exclusivement pour cette tribe, en fait, on arrive à améliorer la feedback loop, la réactivité et à pouvoir un peu plus être capable de répondre. Ouais. Pour autant, si demain on passe à 150 équipes, même ça ne suffira pas. Même aujourd'hui, il y a quand même encore des petites frustrations de personnes qui sont obligées d'attendre longtemps ou qui se font déprioriser leurs demandes parce qu'elles ne sont pas alignées avec les priorités de la boîte et qu'on a fait passer autre chose à la place. Ouais. La rançon de succès, c'est que ça marche. Ouais. Et donc, du coup, c'est partant de ce constat-là que vous vous êtes posé la question plus fortement d'adopter une démarche plus proche des principes du data mesh. Oui, c'est en partie pour ça, mais aussi parce qu'on sait que le Bon Coin va continuer à grossir. Ouais. On achète des sociétés, on a déjà acheté plusieurs sociétés, Argus, Pécard, Avandraloui, etc. Donc on grossit aussi de cette manière-là et ces sociétés, on les intègre à notre façon de travailler qui est très data-driven, donc ça apporte encore plus de besoins. Donc on sait que ça ne va faire que grossir et se complexifier. Donc c'est là où on s'est dit... il faut qu'on trouve un moyen de scaler qui se base sur l'autonomisation le plus possible des équipes parce qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même et la meilleure réactivité, c'est encore celle où l'équipe elle-même est capable de faire. Ouais. Donc, c'est là où on a commencé à se dire, OK, data mesh, c'est probablement là le truc vers lequel il faut aller. Ouais, j'imagine que ça avait du sens aussi par rapport à l'orga côté engineering par feature team. Le terreau était plutôt fertile vers une organisation par domaine et donc une décentralisation par domaine de la data. Ouais, je pense que ça vient plus naturellement et c'est plus simple quand on est organisé comme ça par tribe ou par crew qui ont déjà une mission identifiée mais qui sont des équipes pérennes, qu'on sait que pendant 2-3 ans au moins l'équipe ne bougera pas, alors que dans une orga où par exemple on fait des équipes par projet, qu'on monte, qu'on démonte, c'est peut-être plus compliqué de se projeter sur du data mesh. Y a quand même des outillages à mettre en place, etc. Ouais. Oui, le gap à franchir est peut-être un peu plus important. Ouais. Et donc, si on refait, rentrons dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous refaire un peu la chronologie à partir du moment où vous êtes posé la question d'aller vers du data mesh, chronologiquement, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté pour la data et donc l'impact que ça a eu pour les autres équipes? Oui, alors, on n'est pas forcément non plus... là, on est loin d'être au bout de la démarche data mesh. Donc, on a franchi quelques étapes que je peux vous décrire. Une des étapes qui a été la plus importante pour nous au départ, c'était d'automatiser toute la partie production des événements data.
Donc, on a mis en place des schémas standardisés que les back-ends ont appris à produire ces données dans ces formats-là. On a mis en place des linters, des vérifications automatiques aussi là-dessus. Sur la partie tracking front-end, on a plus de retard. C'est quelque chose qu'on est en train de rattraper aujourd'hui, mais on a commencé par la partie back-end. Donc ça, c'était une des premières étapes qui a permis de rendre les équipes au moins autonomes sur la partie production de leurs données. Ensuite, ce qu'on a commencé à faire, donc ça, c'était peut-être il y a 3 ans. Okay. Là, ensuite, l'étape d'après qu'on a commencé à faire, c'était de dire, OK, il y a toute une partie de création de data visualisation, de création de dashboard et tout, qui peut être parfois faite en self-service, qui peut être assez simple. Parfois, il y a des cas complexes, mais sur pas mal de cas, les gens peuvent être assez autonomes. C'est pas sorcier non plus de se créer un dash. Et donc, on a commencé à mettre en place des petites formations de l'accompagnement pour former certains product owners ou engineering managers à ce qu'ils puissent eux-mêmes faire ça. Ce qui a permis aussi de leur faire gagner en réactivité, puisqu'ils n'ont plus besoin d'attendre, de passer par une requête aux équipes data. On a aussi créé l'année dernière une plateforme pour le déploiement du ML, ce qu'on appelle nous le ML Golden Pass. Donc c'est une sorte de plateforme qui permet de pouvoir, de manière un peu standard et beaucoup plus simple, déployer des modèles ML, les servir, les entraîner, etc. Ouais. Donc pour éviter de devoir passer par des demandes à des data ingénieurs à chaque fois pour mettre en place des modèles. Puis ça nous permet aussi, cette standardisation et cette automatisation, de former un peu nos data scientists pour qu'ils deviennent plus des ML engineers, en tout cas qu'ils intègrent cette casquette engineering supplémentaire qui les rend autonomes sur le déploiement de leur modèle. Donc finalement, oui, on parle beaucoup de rendre les coéquipiers, les équipes le plus autonomes possible, et donc ça passe au final par beaucoup de formation en plus que des changements organisationnels. Oui, c'est vrai que nous, on n'est pas parti sur ce qui peut paraître peut-être au départ la bonne solution de dire tiens, on va mettre des data ingénieurs et des data scientists et des data analystes dans toutes les équipes. Ouais. En fait, très vite, on s'est dit non, mais si on fait ça, en fait, si on doit scaler, si on doit multiplier par 3 le nombre de feature teams, en fait, ça va nous obliger à recruter une population data tellement énorme, on va tomber sur d'autres problèmes. Et il y a aussi le fait que si on fait ça, finalement, on va juste déporter dans les équipes la compétence, mais on ne va pas forcément acculturer spécialement l'équipe, puisqu'elle va toujours déléguer à cette personne, tiens, tu dois faire cette partie-là. Et ce sera donc le data ingé de l'équipe qui fera toujours la... Oui, donc il aura de la bande passante, c'est sûr, exclusivement pour l'équipe. Il y a aussi la question de se dire, mais en fait, peut-être que la plupart du temps, il n'aura rien à faire, parce que une feature team a besoin de data, elle est data-driven, mais elle n'a pas forcément besoin de quelqu'un full-time non plus. Donc voilà, on s'est dit, non, pour nous, la bonne approche, ça semble plutôt être de dire... On va d'une part transformer l'outillage, plateformiser au maximum pour que ce soit le plus simple possible et le plus self-service possible. Et de l'autre côté, on va transférer la connaissance aux équipes pour que les back-end, les front-end, les PO soient capables de non seulement produire de la donnée, comme ça fonctionne déjà ça chez Le Bon Coin aujourd'hui, mais aussi... d'être responsable de sa qualité, de la documenter, de faire en sorte que les consommateurs aient toutes les informations. Enfin, voilà, de les sensibiliser de manière à ce qu'ils se disent, finalement, la data que je produis, c'est ni plus ni moins qu'un produit supplémentaire que ma feature team gère. Je le teste, je suis responsable de sa qualité, je le suis, etc. Donc ça, c'est la cible qu'on s'est donnée. On n'y est pas encore complètement, mais on a plutôt choisi cette voie-là. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, entre guillemets, de rajouter trop de charges dans la banette des feature teams qui, j'imagine, sont déjà assez remplis? C'est comme ça, en tout cas, que c'est perçu de prime abord. Forcément, quand on dit aux gens, maintenant, vous avez un produit supplémentaire, c'est la data, une des premières réactions, et c'est humain, c'est de se dire, oh, super, du boulot en plus pour moi. Donc, c'est pour ça que cette démarche, il ne faut pas la faire de manière brutale. Elle prend du temps. Il y a un travail de changement de mindset à faire également. Pour autant, au final, ça reviendrait au même si on devait recruter des gens. En fait, la charge de travail, elle est là. Quoi qu'il arrive, elle sera dans l'équipe, puisque l'équipe va être autonome dessus. Qu'elle soit portée par une personne ou l'autre, elle sera toujours là, cette charge. L'idée pour nous, c'est plutôt de se dire que l'avenir, c'est ça. On voit un peu aussi cette tendance sur le marché de se dire un développeur, il ne peut pas complètement ignorer la data. Il ne peut pas complètement se dire non, mais c'est
on s'en fout, parce que maintenant, c'est devenu vraiment partie intégrante du produit. Ça fait partie de la vie du produit. Donc, pour nous, ça va dans le bon sens d'apporter cette acculturation et de donner les moyens aux gens de pouvoir en être responsables et de s'en occuper un peu. Donc, peut-être la petite nuance que je ferais, c'est de dire quand même que produire, consommer sa propre donnée, rendre les infos disponibles pour que les autres feature teams la consomment, c'est une chose, mais il y aura toujours quand même des cas très complexes qui sont peut-être transverses, avec de la donnée très cross, avec énormément de jointures et de complexité qui seront peut-être compliquées à déléguer directement aux équipes, et il y aura toujours besoin en fait d'équipes data centrales aussi pour pouvoir gérer ce type de cas. Oui, donc finalement, là, où est-ce que ça en est aujourd'hui avec l'équipe data? Est-ce que globalement, elle reste assez centrale ou une partie a été incorporée dans les feature teams? Comment est-ce que ça se... On est un peu à mi-chemin. Donc, alors, on ne parle pas des gens, là. Enfin, dans ta question, je pense qu'on parle surtout des pratiques, hein, parce que les gens, on l'a dit, on ne va pas les déporter. Aujourd'hui, en fait, toutes les équipes produisent leurs données, ça c'est sûr. Certaines équipes ont commencé à écrire des tests et de la vérif de qualité sur ces données. On a plusieurs équipes qui sont autonomes sur le dashboarding. Donc, les PO produisent leur propre dashboard, etc. Certaines équipes ont commencé aussi à utiliser le ML Golden Pass pour déployer leur modèle ML. Voilà. Pour autant, ce n'est pas généralisé. Et surtout, ce qui nous manque vraiment aujourd'hui, c'est de commencer à traiter la data vraiment comme un produit. Avec sa propre documentation, son cycle de vie, etc. Cette vision, un peu ce changement de vision c'est pas juste des events que j'envoie et c'est pas juste des topics que je crée sur S3, etc. Mais c'est vraiment un produit à part entière. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore commencé, mais on commence à travailler pour préparer ça. Ouais. Donc au final, quand je prends un peu sur les 4 piliers, où est-ce que tu juges de votre niveau de maturité sur les 4? Du coup, sur Data as a Product, c'est... Ouais, ça, on est vraiment au début. Ouais. Et du coup, par contre, l'organisation par domaine s'y prêtait assez naturellement. Oui. Et donc, vous avez beaucoup investi, j'imagine, sur la gouvernance et un peu plus la plateformisation. Oui, la gouvernance, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour en dire quelques mots... Ouais, c'est ça. Elle se fait de deux façons chez nous aujourd'hui. Il y a une gouvernance, une sorte de gouvernance un peu automatique, puisqu'on a mis en place des standards avec des processus qui permettent d'enforcer ces standards, en fait, de les assurer. Donc, c'est une forme de gouvernance quelque part, parce que ça permet de garantir qu'on ne va pas avoir énormément de dispersion, ce genre de choses. On continue à travailler. Donc, on a une équipe dédiée qui est l'équipe Data Quality, qui va continuer à pas mal travailler sur de l'outillage pour spotter des redondances, pour aider au maximum, automatiser au maximum ça. Et de l'autre côté, il y a toute une partie de la gouvernance qui se fait aujourd'hui un peu de manière implicite grâce à notre équipe BI, qui en fait partie des référents qui sont attachés auprès des feature teams. Et donc, on a aussi une équipe product analyst qui fait la même chose, mais côté front. Donc, BI, c'est plutôt pour les event back et front, c'est plutôt les product analysts. Et en fait, ces équipes-là, elles travaillent au quotidien avec les développeurs back-end, front-end. Elles travaillent avec eux sur la définition des schémas, sur ce genre de choses. Et donc, implicitement, il y a une forme de gouvernance qui se fait puisque ces équipes product analyst et BI sont centrales. Elles se connaissent toutes, elles sont toutes au même endroit et elles s'échangent de l'information. Maintenant, quand on va scaler encore plus loin, il y a un moment où ce modèle il va craquer et on commence à réfléchir à comment faire de la gouvernance distribuée. Peut-être qu'à un moment, on aura une équipe Gouv. Je ne sais pas encore exactement vers quoi on va aller, mais on va avoir un besoin. Peut-être que là, aujourd'hui, c'est encore aussi du sens en tant que enabling team sur ces bonnes pratiques autour de la gouvernance, donc d'avoir cette équipe centralisée encore. Quitte à aller vers plus de fédérés par la suite. C'est ça, mais on va avoir un besoin d'aller vers ce 4e pilier qui est la gouvernance fédérée. On sent on est sur la brèche, quoi. Le point de rupture est prêt. Pas loin, je pense. Ok. Ça me permet peut-être de rebondir. Je vois une question dans le live sur comment est-ce que la mise en place du data mesh a influencé la gouvernance de données au sens large chez Le Bon Coin. Alors, déjà, si vous aviez mis en place des pratiques de data gouvernance. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on a, en fait, même un peu dès le départ, quand on a commencé à déléguer la production des données au feature team, très vite, on est parti sur des standards. On n'a pas simplement dit vous avez des buckets ici, déposez vos données dedans. On a plutôt dit les données doivent suivre ce type de schéma.
On a mis en place ce qu'on appelle, nous, le data archiver, donc, qui est là pour ingérer les données qui sont émises par les feature teams sur Kafka. Et en fait, ce data archiver, il vérifie, il valide que les champs requis sont présents, etc. On a mis en place quelque chose assez vite qui apporte une certaine forme de gouvernance et qui évite que ça soit un peu trop le bazar. Ok, ouais. Ça marche. Du coup, vous êtes, on va dire, avec une équipe data encore un peu centrale. On commence à être à mi-chemin vers beaucoup plus de décentralisation. Comment est-ce que vous arbitrez aujourd'hui lorsqu'il y a un nouvel usage de la data? Est-ce que ça doit être géré parce que c'est en lien avec une des feature teams, un des domaines, c'est eux qui doivent gérer, versus ça a quand même du sens que ce soit l'équipe data actuelle d'un point de vue plus transverse qui doit le gérer? Ouais, je pense que la première étape, en tout cas ce qu'on applique nous aujourd'hui, la première étape, c'est quand une équipe consomme ses propres données, c'est le cas facile. Puisqu'en fait, elle a la connaissance, c'est elle qui les produit, elle a la main dessus. Et donc, les premiers cas où on va dire, non seulement vous allez la produire, mais vous allez aussi vous-même créer les pipelines, consommer cette donnée et tout, c'est ces cas-là. Là où ça devient plus complexe, c'est quand on doit calculer, par exemple, des KPI qui font entrer en jeu des données produites par plusieurs équipes différentes, qu'il faut arriver à les joindre ensemble. Ça nécessite d'avoir une vision fonctionnelle très transverse de l'ensemble des datasets. Et souvent, dans les feature teams, on ne l'a pas. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est tout l'aspect de documentation très poussé qui permettrait, par exemple, à une feature team de découvrir comment est-ce qu'elle peut faire le lien avec les données produites par une autre feature team. On a mis en place, il y a 1 an, ce qu'on appelle le data catalogue, qui permet de recenser les données avec du lineage et tout. C'est une première étape. Qui permet justement de pouvoir explorer les données des autres. Mais aujourd'hui, on manque encore un peu d'outillage, notamment avec la notion de data product qu'il faut développer. Voilà. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que dans ces cas complexes, ce sont les équipes BI centrales et les équipes data science centrales, quand c'est de la data science, qui eux, ont cette connaissance fonctionnelle transverse et donc qui créent ces data sources-là. Ouais. Et donc, au final, peut-être demain, au fur et à mesure que les équipes gagnent en maturité, que les pratiques sont là, vous allez pouvoir de plus en plus déporter ça au sein. C'est ça. Et au fur et à mesure qu'on ira plus loin dans la notion de data product, on aura des catalogues de produits, on saura lesquels se combinent avec lesquels, et ce sera plus facile pour les gens de pouvoir vraiment raisonner un peu comme des Lego, entre guillemets, de combinaison de produits pour créer leur KPI. Du coup, je vois une autre question qui me fait le lien, donc je la pose. Est-ce que tu vois un lien du coup entre le data mesh et la notion d'ouverture by design, d'API, d'open data? Globalement, on parle de data product. Ça implique une notion de découvrabilité. Alors, c'est marrant cette question, parce qu'il y a pas longtemps, je discutais avec un head of data du groupe Adevinta dont on fait partie, et on se faisait la réflexion que finalement, c'est la même chose que ce qu'on a déjà traversé dans les années passées quand on passe du monolithe au microservice et qu'ensuite on commence à se dire oui, mais un microservice, c'est pas juste une API, il faut un Swagger qui va avec, il a une vie, il a des versions, etc. Il y a ce cheminement de changement de mindset que les backends ont vécu aussi, que finalement, on peut faire le parallèle qu'on est en train de traverser un peu la même chose à la data. Un KPI, c'est pas juste un tracking que je balance. Il y a une vie derrière, il y a des consommateurs et c'est un vrai produit. Donc oui, pour moi, on peut vraiment faire un parallèle avec les API et ce genre de choses. Et ça vous a servi justement le fait de savoir que à côté, les Skip Engineering ont déjà vécu ce type de transformation. Vous en avez tiré des enseignements pour accélérer côté data? Oui, on a l'impression de passer un petit peu par des phases qu'on a déjà connues. Et donc voilà, comme je te disais, rien que d'en discuter avec mon collègue côté Adevinta, on s'est dit, en fait, ça nous a conforté en fait dans l'idée que les décisions qu'on prend d'y aller doucement, d'acculturer, d'accompagner et tout, c'est les bonnes puisque c'est celles qu'on a appliquées aussi quand on est passé du monolithe au microservice et aux API. Ok. Si je divague un peu plus sur la notion de plateformisation que vous avez mis en place, il y a une des questions qui a été posée sur est-ce que les services nativement proposés par les cloud providers, est-ce que ça a répondu à certains de vos besoins spécifiques ou est-ce que vous avez dû créer quelque chose from scratch, une plateforme spécifique pour vous-même? Alors, nous, on a une plateforme il y a beaucoup de choses à l'intérieur. La plupart de ces choses-là, on est chez Amazon, on est AWS.
s'appuie sur des services proposés par Amazon, hein, du Kubernetes, donc je dirais que ce qu'on crée nous, c'est plus vraiment spécifique au process et à la manière dont la data fonctionne chez Le Bon Coin, mais on n'a pas inventé réellement de logiciels très poussés, à part potentiellement la partie ingestion de données, par exemple, ou le ML Golden Pass qu'on a mis en place. Mais si je prends l'exemple du ML Golden Pass, pareil, on va utiliser du Kubeflow, on va utiliser des composants open source qu'on va combiner. Donc, on n'est pas éditeur de solutions data. Enfin, je ne sais pas si c'est le sens de la question, mais on n'a pas passé 4 ans à éditer une nouvelle solution de data platform, quoi. Oui, peut-être que la question, c'était aussi, est-ce que vous avez dû opérer des changements clés dans votre infra actuelle, dans votre plateforme data actuelle, pour aller un peu plus vers une ouverture en mode service? Oui, on n'arrête pas. En fait, on en fait, et c'est un peu un de nos challenges de l'avenir. C'est par exemple un gros travail qu'on fait en ce moment sur Notebook, Jupyter Hub, pour standardiser les best practices pour les data scientists. On va probablement ajouter aussi des étapes de validation sur les datasets qui sont utilisés pour les modèles. Enfin, donc oui, il y a tout un outillage, et on est loin d'avoir atteint le stade où vraiment c'est totalement adapté au data mesh. Donc, il y a vraiment une transformation de l'outillage pour le rendre beaucoup plus self-service, beaucoup plus accessible et automatisé pour pouvoir faire du data mesh. Si on est... il y a quelques années, par exemple, quasiment chaque demande, il fallait passer par un DE. Il fallait passer par un data engineer pour qu'il écrive un script, un pipeline, etc. Mais en fait, si on reste dans ce mode-là, c'est quasiment impossible d'autonomiser des équipes. Donc oui, il y a un gros effort de simplification, d'automatisation, de transformation des outils de la data platform pour qu'ils soient adaptés à un usage, j'allais dire profane, mais pas vraiment profane, il faut quand même des connaissances, mais à un usage facile. Ok. Et avec un petit peu de recul, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que ça a déjà eu des bénéfices pour vous? Est-ce que vous en retirez déjà du feedback positif de la part des équipes, tant côté data que au sein des feature teams? Le ressenti global après ce début de transformation. Oui, je pense que le ressenti est positif. Je pense qu'il y a des frustrations. Les gens aimeraient que ça aille plus vite, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Par exemple, si je prends quelques exemples, le ML Golden Pass, par exemple, qu'on a mis en place, ça a permis à une des équipes qui s'est montée récemment, qui devait faire quasi exclusivement de la data science, de pouvoir déployer assez facilement. Ils ont pris la main, voilà, ça leur a permis de déployer des API sur des nouveaux modèles. On a gagné forcément en réactivité aussi, même si on n'arrive quand même pas encore à traiter toutes les demandes de toutes les feature teams à chaque quarter, mais on a quand même gagné en réactivité. Les product owners qui font eux-mêmes leur dashboard, en fait, sont très contents parce qu'ils n'ont plus besoin d'attendre personne. Donc oui, à chaque fois qu'on avance une étape de plus, on fait apparaître des nouvelles problématiques qu'il faut résoudre, mais on a aussi un lot de satisfaction qui va avec, heureusement, parce que sinon on n'y va plus, quoi. Ok. Et donc, bon, là, on est début 2023. Les roadmaps sont peut-être déjà établis dans les prochains quarters, semestres, années. C'est quoi vos prochains challenges, du coup, pour continuer d'avancer sur ces sujets? Alors, nos 2 prochains challenges, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, le premier, c'est vraiment le data as a product. Donc, faire en sorte que les feature teams soient non seulement productrices, mais aussi consommatrices et responsables de cette donnée. Et le deuxième challenge qui vient malheureusement avec le scaling et l'autonomisation, c'est la gouvernance. Il va falloir qu'on trouve un moyen de faire de la gouvernance sans pour autant être un point de congestion central qui contrôle tout, qui dit oui, non à chaque truc. Donc, de la gouvernance un peu distribuée. Je pense que ça, c'est vraiment nos 2 challenges. Et aussi apporter un changement de mindset de manière fluide, obtenir de l'adhésion de tout le monde sur cette vision-là dans les équipes. Oui, ça, c'est un travail en continu. En continu. Je bascule sur une question. Quel est le lien que tu vois entre la démarche data mesh et
la notion de data product management, comment, peut-être aussi avec la notion de formation des product owners, product managers, est-ce qu'ils deviennent tous des data product managers? Quel lien tu fais avec tout ça? Si on se projette dans la vision data mesh parfaite, il n'y a aucune raison pour qu'un engineering manager et un product owner ne traitent pas leur produit data comme ils traitent n'importe quel autre feature de l'équipe. Ouais. La logique, ce serait ça. Maintenant, on sait même pour le produit en lui-même, on sait que certains product owners ont plus d'affinité avec l'approche data-driven que d'autres, etc. Ouais. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut faire du copier-coller chez tout le monde, mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est de se dire, c'est ma data, j'en suis responsable. Mais ça, en fait, on fait le pari que quand les équipes vont se mettre à consommer leur propre data, à créer leur propre dashboard basé sur leurs propres données, ça va un peu tout seul s'installer dans le sens où, comme aujourd'hui, quand il y a un bug dans une feature qu'une équipe produit, l'équipe se sent immédiatement responsable, elle le corrige et les product owners sont là, ils arrêtent la roadmap, ils intègrent le bug fixe en prio et tout. Mm-hmm. Si demain, les product owners utilisent les données produites par l'équipe et que ces données ne sont pas bonnes, il va se passer un peu la même chose. Alors que quand c'est une équipe un peu externe, l'équipe data qui est là, on va dire ça marche pas. L'équipe data, vous corrigez ça. Et puis voilà, ça reste un peu la problématique de quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense que c'est similaire aussi à ce qui se passe dans le produit. C'est que quand c'est ton produit, que tu en es owner et que tu es autonome dessus, tu en es responsable. Oui, donc c'est vraiment cette notion de responsabilisation et d'autonomie des équipes est clé vers vraiment l'utilisation à bon escient de la data et d'arrêter le nous versus eux, chacun se renvoie la balle. Je pense que le data mesh, ça révolutionne pas. C'est pas une invention de quelque chose, c'est plus le fait de dire un certain mindset est celui qu'il faut rechercher. Et après, il faut un outillage qui permet d'aller vers ce mindset, etc. Mais... Oui, c'est même présenté comme un paradigme socio-technique. Exact. Le en tout cas, on le vit. Je veux dire, après avoir passé 2 ans à avancer là-dessus, on sent clairement que le challenge, il est presque plus social que technique. Et peut-être pour faire le parallèle entre les deux, il y a une question qui a été posée. Est-ce que vous avez utilisé des outils no-code pour faciliter la prise en main des feature teams, par exemple, ou vous êtes vraiment basé sur ce que vous avez créé vous-même pour faciliter on n'a pas fait de no-code. On jette un œil en ce moment un peu sur des solutions type self-BI ou ce genre de choses, mais ça reste, c'est pas du no-code. Non, on est resté sur l'outillage qu'on a fait nous ou qu'on a appris dans de l'open source ou des choses comme ça. Ok, d'accord. Je prends une autre question. La proportion entre les BI engineers, data engineers, data scientists dans tes équipes, est-ce que tu as une idée globalement de ce que c'est et qu'est-ce que la stratégie data mesh va changer par rapport à ça? C'est à peu près les mêmes tailles. Ouais. C'est des équipes de 8-10 pour chacun. 8-10 data engineers, 8-10 BI engineers, 8-10, à plus ou moins une personne. Je pense que, en fait, cette proportion entre les trois, il n'y a pas de raison qu'elle change plus on va avancer vers le data mesh, puisqu'en fait, ces équipes-là, elles vont, on va dire, continuer à s'occuper des cas complexes, mais aussi de l'onboarding des différentes équipes au fur et à mesure sur le data mesh. Mais l'idée, justement, du data mesh, c'est d'éviter de faire grossir énormément les équipes centrales, sinon, c'est plus du vrai data mesh. Donc, je ne pense pas que cette proportion va beaucoup bouger, en fait. Ok. Ouais, et en effet, peut-être les métiers de chacun peuvent évoluer, même côté software engineer, back-end engineer, etc. Là, par contre, c'est des cordes de plus à leur arc qui peuvent arriver. Ils vont avoir besoin aussi de commencer à faire beaucoup plus d'onboarding, de gouvernance, ce genre de choses que ce qu'ils font aujourd'hui. Okay. Une question qu'on pose, comment se passe la priorisation des sujets? Est-ce qu'il n'y a pas toujours un risque finalement que la data soit la dernière roue du carrosse lorsqu'il y a une roadmap par domaine qui soit là? Ou est-ce que cette transformation est censée aider ça? En fait, je pense que ça, c'est lié à l'impulsion que le top management donne sur le data-driven. C'est-à-dire que si le data-driven n'est pas valorisé dans l'entreprise,
clairement, un product owner, un engineering manager, ils vont mettre l'accent sur les priorités qui sont incluses dans la vision, qui sont incluses dans la roadmap globale de l'entreprise. Si l'aspect data-driven n'y est pas, et s'il n'a aucune valeur, moi, je me demande même si ça sert à quelque chose qu'un product owner mette l'accent dessus. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que chez Le Bon Coin, en fait, très vite, même le top management a eu cette envie d'être data-driven et l'a défendu. Ce qui fait que c'est important. Ça facilite les choses. Voilà. Et je pense que cette étape préliminaire, si tu ne l'as pas, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut aller défendre le fait que tu vas passer du temps pour faire quelque chose qui finalement, le top management va dire oui, mais on s'en fout un peu de ça, là, sors-moi ma feature. Tu vois. Donc, il faut que ça soit aligné. Ok. Et là, du coup, ça fait revenir sur une autre des questions. C'est quoi le sponsorship aujourd'hui de cette démarche? Ça a été, du coup, comme tu dis, dès l'organisation et le stakeholder au plus haut de la boîte, on veut être data-driven, et donc c'est ce niveau sponsorship qui était nécessaire? Ouais, je pense que c'est assez clé. Il faut qu'autant, alors je ne sais pas comment toutes les entreprises ne sont pas organisées pareil, mais j'imagine que souvent il y a un CPTO ou un CPO et un CTO, ce genre de choses. Il faut au moins que ces personnes-là, elles soient convaincues que être data-driven, c'est important et qu'elles incluent cette approche data-driven dans leur vision. Ce qui est le cas chez Le Bon Coin, à chaque fois qu'on fait des bilans de quarter, à chaque fois qu'on parle de la vision, le mot data-driven, il revient assez souvent et c'est assez valorisé. Donc, je pense que ça, si on ne l'a pas, c'est très compliqué de faire du data mesh. Finalement, on se parle uniquement de changement de structure et d'orga et ce n'est pas le cœur de data mesh, en fait. Ouais, okay. Et est-ce que vous avez pu, c'est une question de Romain, bénéficier des retours d'expérience de mise en place de data mesh dans les autres entités proches de Le Bon Coin, côté Advinta, qui oui. mis en place cette démarche aussi? Comment est-ce que vous avez échangé? En fait, moi, je suis en contact très régulier avec les head of data d'autres marketplaces et aussi des équipes centrales à Advinta. On discute régulièrement du sujet. Je sais qu'ils ont fait aussi des expérimentations. Par exemple, en Espagne, dans les équipes centrales, ils ont tenté un mode un peu Big Bang. Ils ont placé des data analysts, mais directement dans toutes les équipes, d'un coup, comme ça. Et bon, le retour qu'on a eu, c'est qu'effectivement, les gens étaient contents, mais en fait, très vite, ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas parce qu'il n'y avait plus de communication, la connaissance transverse, etc. Donc, on a ce type d'échange. Après, le truc, c'est que dans le groupe, Advinta, Le Bon Coin est l'entreprise qui est un peu la plus avancée et la plus grosse aussi, qui a le plus de problèmes de scaling. Donc, on a plutôt tendance à être leader qu'autre chose, mais on a des échanges. Et on a aussi eu un accompagnement par Thoughtworks l'année dernière pour essayer de voir un peu, donc Thoughtworks qui sont entre guillemets les inventeurs de ce concept de data mesh, donc pour voir un petit peu si on allait dans le bon sens déjà, puis essayer d'avoir des recommandations. Et donc clairement, ça nous a un peu conforté dans l'idée qu'on n'a pas fait trop de grosses bêtises pour l'instant. Et donc, ne pas faire de Big Bang est peut-être aussi la bonne solution. Oui, ils le recommandent eux-mêmes. C'est vraiment de commencer petit, d'essayer avec juste une tribe ou une crew, peaufiner le concept et monter petit à petit. Voilà. Okay. Au final, maintenant que ça fait quelques temps que vous avez entamé ces changements, avec du recul, il y a des choses que vous auriez fait différemment? Je pense que si je devais aujourd'hui prendre une société plus jeune et lui donner des recommandations, parce qu'en fait, c'est un peu comme ça que je lis ta question, tu vois, vu qu'on ne peut pas détricoter tout ce qui a été fait, je dirais à partir du moment où on a 10 ou 15 équipes qui sont data-driven, il faut, je pense, d'ores et déjà commencer à mettre les bases du data mesh en place. Ce qui n'a pas forcément été notre cas parce que happé dans notre croissance rapide, etc., nos transformations agiles et tout, en fait, on a commencé à se poser des questions sur data mesh et tout, alors qu'on était plutôt vers les 40 feature teams. Et aussi, l'avantage de s'y prendre plus tôt, c'est aussi de commencer à intégrer dans l'outillage et dans le process, dans la façon de travailler, quelques principes de self-service et de choses comme ça. Ça évite en fait d'avoir une data platform énorme comme la nôtre à remanier. Voilà, donc si je devais peut-être faire autrement les choses, j'aurais peut-être commencé encore plus tôt et encore plus petit
à anticiper ce genre de choses. Plus petit étant quoi, une 4-5 feature team par exemple? Non, je pense... 4-5, ça reste vraiment tellement petit que même une petite équipe data va suffire. Moi, je dirais à partir du moment où on a peut-être 10, 15 feature teams qui sont toutes data-driven, c'est-à-dire avec un vrai besoin de consommer de la data en continu, d'en créer et tout. Je pense que là, il faut commencer à ouvrir un vrai chantier data mesh en se disant, OK, on ne va pas se laisser déborder, anticipons dès maintenant, réfléchissons dès maintenant là-dessus, quoi. Et pour toi, l'organisation feature team, elle est clé pour faciliter la mise en place d'un data mesh ou ça peut être fait différemment? Je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux une orga. À partir du moment où on a une orga avec des équipes pérennes, donc pas des équipes projet ou des équipes impact qui se montent, qui se démontent, mais vraiment une équipe stable avec une mission, un domaine particulier, c'est plutôt ça, je dirais, qui est important. Ouais, tu veux dire, est-ce que si on avait que des équipes de front, que des équipes de back, est-ce que ça aurait de la... Ça serait peut-être quand même un peu plus compliqué parce que pour traiter la data comme un produit, alors que tu as des équipes qui ne sont pas des équipes produits, mais qui sont plutôt des équipes qui créent des composants, c'est peut-être un peu plus compliqué aussi d'apporter cette notion-là. Donc, puis même la vision agile qui va avec le passage en squad ou en feature team, elle est importante aussi sur Data Mesh. Ok, ouais. Et peut-être... hors contexte Le Bon Coin, tu avais un avis personnel sur la théorie du data mesh, ces 4 piliers, quand tu les as connus pour la première fois, qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, moi, quand j'ai lu, je me suis renseigné sur tout ça et tout. Quand je l'ai lu, à la fin, je me suis dit, bah, oui, c'est du bon sens. Puis après, je me suis dit, mais c'est quand même étonnant qu'on n'en parle que maintenant, etc. Mais sur le coup... c'est du bon sens, mais ça paraît tellement complexe en termes de transformation d'entreprise. Enfin, en fait, soit on est une startup, on tombe sur Data Mesh au moment où on se crée, et là on se dit, bah, on va faire comme ça, et c'est parfait, parce qu'on part direct en Data Mesh, donc c'est super. Mais c'est rarement comme ça que ça se passe. Soit on se dit, wow, c'est très long, très compliqué à mettre en place. Bon, c'est beau sur le papier, mais ça ne marchera jamais. C'est très buzzword. Ouais, c'est ça. Mais en fait, donc, ma théorie, c'est que je pense que chacun doit s'approprier un peu le data mesh parce qu'on a tous des process et des façons de travailler différentes. Et je vois plus le data mesh comme une espèce de guideline long terme, un peu comme un monde idéal qu'il faut poursuivre, mais qu'on n'atteindra peut-être jamais dans l'absolu. Et puis même, vous pouvez être hyper data mesh, puis il y a une reorg qui arrive dans votre entreprise et qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà. Donc, mais c'est des très très bonnes guidelines, je pense, avec des très bons principes. C'est un peu comme l'agilité. Je ne pense pas que quelqu'un puisse se targuer d'avoir atteint l'agilité parfaite. On a des contraintes en entreprise qui font que certaines choses en agilité sont plus compliquées à mettre en place que d'autres. Pour autant, tout le monde poursuit ce rêve et je pense que c'est une bonne chose d'avoir un cap comme ça. Ça donne une North Star à suivre. Voilà. Et donc, on essaie de s'en approcher le plus possible. Chacun, comme voilà, j'ai pu faire des conférences et autres, chacun interprète aussi un peu à sa façon, fait des choix différents. Donc, c'est un peu comme ça que je le prends. Ok. Très bien. Julien, on arrive à 45 minutes, ce qui était le temps qu'on se donnait à peu près. Déjà, c'est passé tellement vite. Passionnant. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à prodiguer aux auditeurs pour se lancer dans le data mesh ou autre en 2023? Ouais, je pense que le conseil que je donnerais, c'est celui que ThoughtWorks a donné aussi. Et vraiment, pour moi, c'est même aussi, moi qui viens un peu aussi du monde agile et tout, c'est la bonne façon de faire les choses. C'est commencer petit. Faites un MVP Data Mesh avec une équipe. Prenez du learning et vous allez voir que déjà rien qu'avec ça, vous allez découvrir des problématiques, des choses comme ça. Et au fur et à mesure que vous résolvez ces problématiques, bah, vous étendez un domaine de plus, une équipe de plus. Ouais. Ça va permettre aussi d'avoir des early adopters qui, au fur et à mesure qu'ils se rendent compte que c'est super d'être autonome, etc., vont aller vendre l'idée aussi à leurs copains. Et puis petit à petit, voilà, voyant que ça plaît, qu'il y a du succès. Ouais. Il y a quand même un effet, souvent dans les changements de mindset, il y a quand même un effet... il y a comme un point de pivot, c'est-à-dire en dessous d'un certain nombre de personnes convaincues, c'est toujours le truc du copain, mais on n'est pas sûr. Et puis, passer un certain pourcentage, je ne saurais pas le définir. Hein, je ne sais pas dire si c'est 50% ou 32% ou j'en sais rien. Ça devient le truc un peu hype.
vers lequel il faut absolument aller. Et là, ça peut s'accélérer. Donc voilà, moi, je conseillerais d'y aller comme ça. Trouver ce point de bascule entre les early adopters et la plus grande majorité C'est ça. qui a envie d'utiliser. C'est ça. Génial. Et écoute, Julien, merci beaucoup pour tous ces retours d'expérience. C'est vraiment super de pouvoir que tu puisses partager ces avis. Vous êtes fait partie des précurseurs, en tout cas en France, sur ce sujet. Ça fait quelques années que vous travaillez dessus. Donc, c'est super de pouvoir avoir vos retours d'expérience, vos avis. Et merci pour ta participation. C'était un plaisir et merci de m'avoir invité. Un plaisir partagé. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous avez été 80 personnes connectées tout au long de cette interview. Vraiment, moi, ce que je retiens, c'est les 2 challenges que du coup vous avez au Bon Coin, Data as a Product et adresser le sujet de gouvernance distribuée. Et ce beau conseil qui est de poursuivre le data mesh et voir le data mesh comme un monde idéal et d'essayer de s'en rapprocher le plus possible. Très inspirant comme échange. Merci beaucoup, messieurs. Comme je disais en introduction, chez Inmaya, on a vraiment à cœur de partager un maximum de retours d'expérience. Et tous les 3 mois, on organise en physique une après-midi de conférence. Et la prochaine, c'est le 23 mars. Et nous sommes justement invités par Julien. Donc, la thématique sera autour du MLOps. Nous allons créer l'événement LinkedIn très prochainement pour que vous puissiez vous inscrire. Et peut-être nous aurons le plaisir de nous rencontrer physiquement, du coup. Dès que le programme sera disponible, nous vous le communiquerons également. En attendant, si vous souhaitez nous contacter sur des sujets data, le plus simple, c'est de passer sur LinkedIn. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Café Live.